chic, influence pop, courant choc, bienvenue dans Version Française. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir une émission 100% artisanat d'art. Bien à l'abri, sous les arcades, le théâtre du Palais Royal nous a ouvert ses portes en scène maestro. L'artiste Eva Jospin nous emmène aujourd'hui faire une promenade au cœur de ces forêts de carton et autres œuvres contemporaines, bucoliques. Ce qu'on peut voir en peinture, c'est le repérage du jour. Gouache et huile sur toile aux quatre coins de la capitale. Violon, guitare et autres instruments à cordes passent et repassent dans les mains du luthier, un savoir-faire centenaire. Dénichés aux quatre coins de France, voici les immanquables de la semaine, c'est Point de vue. Voma, c'est un open lab, des machines, des formations et surtout les conseils avisés des professionnels. L'idée de l'association était de créer une véritable fabrique de quartier afin que chacun puisse y réparer ses meubles préférés, laisser cours à son imagination créative ou encore se former à différentes techniques comme l'impression ou la modélisation 3D. Carré naturel, à l'odeur atypique et à la formule réglementée par Louis XIV, qui ne connaissait d'ailleurs pas grand-chose à l'hygiène, le savon de Marseille en a fait buller plus d'un. Depuis 1370, il a fait du chemin et a gagné sa place dans le cœur des adeptes du zéro déchet. Il a mis l'usage et ne sert pas qu'à laver les dents des enfants mal polis, promis. Le Tour de France des métiers d'art nous emmène sur les routes de l'Hexagone à la découverte des métiers parfois méconnus. Souffleur de verre en Auvergne, plumassier à Paris, ferronnier dans les Hauts-de-France, rencontre avec ceux et celles qui font perdurer ces savoir-faire d'exception qui demandent dépassement de soi. L'histoire raconte que le sou français serait né après une histoire de guerre et de derniers souvenirs laissés à sa fille. Quelques générations plus tard, Kilian Krugeneck crée sa marque. Le concept, une ancienne pièce de 5, 10 ou 25 centimes, additionnée à un lien de cuir ou de coton, le tout fabriqué à Osgore. Un brin chauvin, mais on aime bien. Derrière une façade classée au monument historique se cache le théâtre du Palais Royal. Nous nous sommes glissés dans les coulisses centenaires. Vous avez pris vos places, on vous emmène au théâtre du Palais Royal. Le petit chanceux a vue sur l'un des plus beaux jardins de Paris. À l'intérieur, il n'a rien à envier aux autres. Une architecture à l'italienne, des balcons dorés, des sièges en velours et surtout des coulisses qu'on a décidé de vous révéler. Inauguré à la veille de la Révolution française en 1783, le théâtre du Palais Royal n'a pas immédiatement pu faire ses preuves. C'est son directeur qui nous raconte. Pendant la Révolution, il y a eu des interdictions, des censures. À la fin de la Révolution et à l'Empire, ce théâtre n'avait plus le droit de représenter des œuvres parlées. C'est devenu un endroit où on passait des sortes de numéros de cirque, de cabaret. Et puis après, c'est devenu un café. C'est un comédien, un transfuge du gymnase qui a racheté le lieu et qui l'a rouvert après quand on a relibéralisé les théâtres. Grâce à ce comédien transfuge, le théâtre renaît de ses cendres et connaît un succès fulgurant. Il y a découvert très rapidement un auteur qui s'appelle Eugène Labiche et qui a fait les belles heures de ce théâtre. Et c'est aujourd'hui l'un des plus vieux théâtres de Paris, avec le théâtre de l'Odéon et la Porte Saint-Martin, 1 ou 2 ans près. Oui, on va pas chipoter. Par contre, une chose est sûre, le théâtre a bien une autre particularité. On a le dernier rideau, l'ouverture à la française à Paris. Il y a l'ouverture à l'allemande, qui est donc un rideau qui se ferme comme ça, comme une guillotine. Il y a l'ouverture à l'italienne, qui s'ouvre comme ça, de chaque côté, qui disparaît. Et il y a l'ouverture à la française qui combine les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, elle monte et s'échappe par les côtés. Allez, partons nous balader dans l'envers du décor. Premier arrêt dans ce foyer. À l'époque, il servait aux spectateurs pendant l'entracte. Décoration, mobilier, passementerie, ici, tout date du 19e siècle. On a des fresques, une énorme fresque ici, où il y avait tout, où on voit tous les acteurs vedettes du Palais Royal de l'époque. On espère que vous avez bien profité du foyer, car on quitte le velours pour un peu moins de confort. Nous allons entrer dans un lieu où le public ne va jamais, qui sont les cintres du théâtre. Suivez-moi. On vous fait confiance, on vous suit, Sébastien. Nous sommes sur les dessus de scène où sont accrochées toutes ces perches, les décors. On a pratiquement la même hauteur invisible que de hauteur visible. Ah oui, c'est un sacré dressing pour ranger les décors, ça fait rêver. Nous avons les commandes manuelles de toutes ces perches,
avec le mot qu'on ne peut pas utiliser au théâtre. Parce que là, vraiment, si je l'utilise ici, là, sur la passerelle, ce serait vraiment très très dangereux. Donc voilà, toutes ces commandes qui nous permettent de lever et de baisser les perches à la main. N'ayons pas peur des superstitions, Sébastien parle de cordes. Ça y est, c'est dit. Un mot interdit au théâtre car à l'époque, beaucoup de machinistes sont d'anciens marins. Et sur un bateau, la corde est réservée à pendre les mutins. Ah, Sébastien veut nous emmener ailleurs. On a une petite terrasse qu'on va vous montrer. On a une partie des escaliers extérieurs qui était l'escalier de secours, qu'on n'utilise plus aujourd'hui du tout, mais qui était un des premiers escaliers de secours, style Eiffel, qui existe sur un bâtiment parisien. Révolutionnaire pour l'époque, ces escaliers extérieurs ont aussi permis de ne pas défigurer l'intérieur du théâtre quand il a fallu penser à ses sorties de secours. Bon allez, on doit encore grimper. On est vraiment dans le grenier du théâtre. C'est encore évidemment un endroit où le public ne va jamais, où même le directeur ne va jamais. Merci d'avoir fait une exception pour nous, monsieur le directeur. Ici, on est juste au-dessus du lustre de la salle. Ici, vous avez 2 trappes qui s'ouvrent, qui s'échappent sur le côté. Et le lustre, pour changer les ampoules, on ne le descend pas. On le remonte grâce à cette toute petite poulie. Il y a des sécurités maximum. Ce lustre ne peut pas tomber comme dans le fantôme de l'opéra, où il y a la célèbre scène où le lustre dans la salle tombe. Ça ne peut pas arriver. Ça nous rassure parce que 700 kilos sur la tête, ça peut faire mal. La visite est terminée et comme on dit au théâtre, rideau. Eva Jospin redonne ses lettres de noblesse au carton qu'elle transforme en œuvre ultra contemporaine. Rencontre avec l'artiste. Si on vous laisse là, vous pourriez presque vous croire dans une forêt un jour d'hiver. Non, vous n'êtes pas dans la forêt de Fontainebleau, mais bien face au travail de la plasticienne Eva Jospin. Attirée par la nature, elle imagine et dresse ces grandes forêts. Et un peu comme un trompe-l'œil, nous invite à nous perdre dans les profondeurs. C'est un sujet qui m'a tout de suite emportée parce qu'on a tous une expérience très intime de la forêt. C'est-à-dire que c'est un langage qui est à la fois extrêmement personnel, intime et en même temps complètement universel. Et puis ce sont des œuvres qu'on regarde de façon statique et c'est l'œil qui nous donne un chemin. Ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que quand on est devant ces grands bas-reliefs, on imagine un parcours. On se dit, tiens, je pourrais rentrer là. On sait que c'est faux. Et pourtant, on y rentre avec plaisir. On se laisse prendre, en fait. Et ça, j'aime bien. On se perd tellement dans les abîmes de cette forêt qu'on passerait presque à côté d'un détail intrigant. Regardez de plus près. Vous voyez de quoi est faite cette forêt? Elle a été taillée dans du carton. Matériau de prédilection d'Eva, elle ne le quitte plus depuis ses débuts. Et parmi toutes les qualités qu'elle lui trouve, c'est notamment son côté malléable qui lui a plu. Le fait qu'on puisse toujours revenir sur ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'au fond ça ne va pas, on recommence, on reprend, on enlève, on transforme, ça s'abîme, on répare. Il y a une grande possibilité de revenir et peut-être aussi au départ, pour moi, quelque chose de moins intimidant. On n'a pas de respect pour ce matériau, donc on peut le maltraiter et je pense que j'ai pu aussi exprimer un peu tout, mais avec un seul matériau, énormément de formes et de façons de travailler. Eva aime imaginer en grand et quand on travaille sur des projets aussi imposants comme pour cette façade d'immeuble dont elle a construit la maquette en carton, avant de faire couler le béton, il y a d'abord une phase de recherche pour éviter de se perdre dans les profondeurs. Il y a toujours un travail en amont de préparation, c'est-à-dire comprendre comment on va procéder. On sait où on veut arriver et après il faut trouver le chemin pour y arriver. Donc par exemple sur ce projet-là, il fallait voir combien de châssis on allait créer, que les châssis ne soient pas trop larges pour que dans la position du corps on puisse bouger pour coller chaque strate et pas avoir à se pencher trop. Enfin voilà, il y a plein de petites choses techniques qu'il faut intégrer au projet et tout ça c'est une préparation en amont. Et il est parfois difficile de s'y retrouver. Je
peux juste prendre ça pour avoir une idée de distance. 2 secondes. Non, c'est bon. Mais ce sont tous ces challenges aux dimensions architecturales qui ont plu à Marie, architecte de formation. À ses côtés depuis 3 ans, elle accompagne Eva sur toutes ses folies. Ce qui me plaît beaucoup dans le travail d'Eva et là où on se comprend énormément dans les dialogues, c'est que tous ces projets sont entre l'art et l'architecture, parce qu'il y a toujours ce sujet du spectateur, de l'immersion, de comment s'insérer dans un lieu. Et voilà, à chaque fois, c'est ça qui est très intéressant. Mais Eva aime aussi retrouver des dimensions moins imposantes, que ce soit comme simple croquis préparatoire ou comme véritables œuvres d'art. Eva est artiste plasticienne, mais elle exprime aussi son univers à l'encre de Chine. C'est agréable de contraster, d'avoir des moments comme ça très rassemblés à la table où on domine complètement ce qu'on fait. Et puis au contraire, changer d'échelle et être soit beaucoup plus petit que l'œuvre qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est vraiment J'aime bien aussi travailler sur ces questions de changement d'échelle. Et c'est pour ce travail un peu moins connu qu'Eva Jospin a été sollicitée pour participer à l'exposition Together à la Monnaie de Paris. Le défi, imaginer le portrait d'une femme iconique sur la couverture du magazine Vogue. Elle a choisi Émilie Brontë, mais elle n'a pas dessiné son visage, car une fois de plus, la nature est venue la chercher et l'appel de la forêt a été plus fort. Bonjour Eva. Bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui à la Monnaie de Paris où vous avez une exposition qui s'appelle Together. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots de quoi il s'agit? Alors en fait, c'est une initiative de David Hervé Boutin et du magazine Vogue qui ont proposé à une trentaine d'artistes d'imaginer une couverture de Vogue en hommage à une héroïne, une femme inspirante. Et moi, j'ai choisi de faire ma couverture sur Émilie Brontë. Eva, votre travail dans le cadre de l'exposition est sur le dessin et à travers le dessin, mais vous êtes notamment connue pour être plasticienne avec un matériau très particulier, le carton. Comment le carton est venu à vous? Ça va être souvent l'œuvre transitoire, l'essai avant l'œuvre finale. Donc c'était un matériau que j'utilisais déjà depuis longtemps, entre mon passage en architecture et puis mes essais pour faire des futurs tableaux, etc., quand je peignais encore aux Beaux-Arts. Et ce matériau, je l'ai de plus en plus travaillé, de plus en plus dans les détails, mais en même temps, j'ai découvert énormément de propriétés de ce matériau. Et c'est devenu un langage en soi. Et aujourd'hui, quand je travaille avec d'autres matériaux, comme par exemple le béton, puisque je viens de faire une grotte à Chaumont-sur-Loire ou une fontaine au domaine de Trévarez, eh bien, il y a quand même l'étape du carton. Il a cette particularité d'être, on va dire, un matériau du pauvre et de ne pas être pérenne. Ce qui est contradictoire en soi parce que vous prenez autant de temps pour construire vos forêts pour quelque chose dont on va dire il ne va pas forcément perdurer des siècles et des siècles. Il y avait aussi un jeu sur les contradictions, c'est-à-dire représenter des forêts qui mettent des siècles et des siècles à pousser dans un matériau qui est fragile, mais en même temps qui exprime aussi la fragilité de ces environnements aujourd'hui. En réalité, le matériau n'est pas ce qui fait la conservation. Les œuvres se déplacent et ce n'est pas parce qu'on les a faites en bronze ou en pierre qu'elles perdurent pour toujours. Justement, quand on pénètre dans vos forêts, parce qu'on est vraiment en immersion, je pense notamment à l'installation dans la cour carrée du Louvre, chacun y met ce qu'il veut. Et chacun peut s'imaginer cette balade en forêt que vous proposez à sa façon. Est-ce que ça aussi c'est recherché de votre part? Oui, complètement. Souvent, les artistes, si on a cet élan d'aller vers la création, c'est aussi parce que quelque part, on n'est pas complètement bien adapté, entre autres. Même si on a l'air très normaux comme ça, mais en réalité, il y a quelque chose en nous qui boite un peu. Et donc, dans ce boitement, on va chercher à se créer un univers. Et c'est clair que l'univers que je crée, j'ai envie d'y faire venir des gens. J'ai envie de donner la possibilité à ceux qui ont cette sensibilité aussi, ou qui peuvent être touchés par ce travail,
d'avoir un espace de repli, mais qui va vers autre chose, qui va vers une rêverie, qui va vers l'imaginaire et qui ne va pas au contraire vers quelque chose de violent. Mais c'est clair que j'ai l'impression qu'on a un besoin de repli. C'est assez évident partout, on le voit s'exprimer. Eva, concrètement, dans votre travail, qu'est-ce qui donne le top départ pour une œuvre? C'est un dessin, c'est une idée, c'est le toucher d'un matériau. D'où ça part? Alors c'est différent, c'est assez changeant. En fait, moi je suis assez lente et j'ai relativement peu d'idées. Donc souvent mes idées prennent énormément de temps parce que j'y pense pendant très longtemps et un jour je le fais. Et c'est pour ça, je crois, que j'ai besoin d'avoir un travail très manuel parce qu'il faut que je sache ce que je vais faire demain. Il ne faut pas que je me pose trop de questions, sinon je crois que je ne ferai pas d'œuvre. Donc il y a à la fois l'envie de faire quelque chose et ça peut prendre du temps. Et en même temps ce besoin de ne pas du tout penser à soi et donc d'être un peu un instrument au milieu de l'atelier. Ouais, ça j'aime beaucoup. Merci Eva. Je vous en prie. De la place du Tertre à un atelier de restauration, Paris a une belle palette d'adresses pour les mordus de peinture. Tout de suite, c'est repérage. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les rues de la capitale pour découvrir le Paris de la peinture. Ville emblématique pour les artistes et décor de nombreuses œuvres d'art, Paris a gravé à jamais son histoire dans les palettes de peinture. Terrain d'inspiration des plus grands peintres à la grande époque du Moulin Rouge, aujourd'hui, Montmartre reste un quartier profondément marqué par son histoire avec la peinture. Baladez-vous sur la fameuse place du Tertre, célèbre dans le monde entier pour ses artistes peintres, ses portraitistes et ses terrasses. La place principale de l'ancien village de Montmartre est le lieu de flânerie par excellence où se pressent chaque jour des milliers de touristes. Peinture à l'huile, clichés de Paris ou caricatures, il y en a pour tous les goûts. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, ce carré aux artistes est divisé en 149 emplacements d'1 mètre carré chacun. Pas énorme pour faire la Mona Lisa de demain, mais c'est déjà pas mal. Rendez-vous maintenant dans une petite boutique du 11e arrondissement, chez Troll et Puce. Ici, une brocante en joyeux bazar et un atelier de restauration de peinture sont tenus par Sophie. Mais au fait, c'est quoi un bon restaurateur de peinture ? Le talent d'un restaurateur, c'est d'être à l'ombre du peintre, c'est-à-dire c'est vraiment un travail d'artisan et non pas d'artiste, et savoir retrouver la touche du peintre pour se substituer et faire exactement comme lui aurait voulu. Petit ou gros bobo, Sophie s'attaque à tout type de problème pour redonner vie aux œuvres. Ça peut être une déchirure dans un tableau, la saleté qui se dépose au fil des ans, un vernis qui jaunit, un accident. Alors ça peut être des tableaux récents comme des tableaux très anciens. C'est le même travail sur un très beau tableau que sur un tableau moyen. Il y a un avant et un après et on fait repartir le tableau pour un siècle. Chaque tableau est un cas particulier. Je peux passer 2 heures dessus juste parce qu'il y a un nettoyage, un dévernissage. Je peux passer des semaines sur un tableau parce que le problème est beaucoup plus important. Il y a toutes les phases de rentoilage, de réagréage, de retouche. Puis parfois, il y a des tableaux qui sont extrêmement abîmés. Donc ça peut être, je sais pas, ça m'est déjà arrivé de passer plusieurs mois. Et au-delà du temps, Sophie tient à respecter la déontologie de la restauration de tableaux. Dans la déontologie de la restauration de tableaux, c'est d'utiliser des produits qui sont réversibles parce qu'une restauration peut vieillir différemment du tableau. Et donc, il y a par exemple des restaurations qui ont été faites au 19e siècle qui ne vieillissent pas de la même manière que le tableau et il faut pouvoir les enlever. Avant de pouvoir restaurer nos œuvres chez Sophie, il faudrait déjà apprendre à peindre et à dessiner. Pour cela, rendez-vous à la Grande Chaumière,
institution artistique dédiée à la peinture et à la sculpture. Elle fut fondée au début du XXe siècle. On peut toujours y prendre des cours de peinture et de dessin dans une spécialité, le modèle vivant. Interview avec monsieur le professeur. J'enseigne à la Grande Chaumière. C'est une passion, c'est une deuxième partie de ma vie. Je pars de la démarche que les gens ne sont pas là pour faire de la copie. Il doit y avoir une sorte de feeling qui passe. Il y a quelque chose qui doit vivre. Il y a des gens qui ne sont pas des grands dessinateurs, mais qui petit à petit, en dessinant, en venant dans cet atelier, font des progrès très importants. Et quand ils repartent, ils disent « Waouh, qu'est-ce que je suis bien !» Donc ça, pour nous, c'est notre vocation. Hein? Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et nous, tout ce qu'on a à dire, c'est que tout ça, ça nous donne envie de ressortir nos palettes et nos pinceaux. Celui qui fait chanter le bois, c'est Adrien Collet, artisan luthier, un rituel créatif et hypnotique qui fait vibrer. La lutherie, ça vient du mot luth, et le luth est un instrument à cordes pincées. Ça ne vous parle pas? C'est un ancêtre du violon ou un vieux voisin de la guitare. Et avec le temps, les luthiers sont devenus ceux qui fabriquent des instruments. Pas seulement ceux à cordes, toutes sortes d'instruments. La lutherie existe depuis le XVIe siècle et depuis, même si les instruments ont bien changé, le métier, lui, n'a pas pris une ride. C'est toujours une affaire d'artisanat, de vue, de toucher, d'ouïe et d'odorat. On vous propose de le découvrir avec Adrien Collet. Vous allez voir, il vit et respire pour la lutherie. Avant de les fabriquer, le luthier a passé pas mal de temps à gratter des guitares. Cette aventure, elle a commencé à 13 ans quand j'ai commencé à prendre des cours de guitare. J'ai passé beaucoup de temps à faire de la guitare et moins à faire mes devoirs. J'étais attiré aussi par tout ce qui est la construction. Et aussi, j'avais envie de fabriquer les instruments que j'ai toujours rêvé à avoir. Sa guitare de gosse, par exemple, elle ressemble à ça. Et il fait tout de A à Z, du dessin jusqu'à la première note de musique, c'est lui. Mais n'allez pas croire qu'Adrien fait des guitares pour n'importe qui. Non, il faut que le musicien en vale la peine. Je pourrais pas fabriquer un instrument pour une personne où il n'y ait pas de lien et de feeling avec, parce que j'y passe toute mon énergie et beaucoup de moi dans la fabrication. Donc il faut que ce soit pour une personne que j'estime et qui a un vrai contact et un vrai lien. Et vu toute son implication, on peut comprendre. D'ailleurs, c'est l'heure de la pratique. Vous avez vos outils? Bah oui, sans outils, pas de lutherie. Et Adrien en a toute une panoplie qui ont pas mal d'années de plus que lui. Ce rabot, par exemple, il date de 1945. Avec ce vieux complice, Adrien aplanit les bois de l'instrument comme ce futur manche. Silence, s'il vous plaît, il faut que le luthier écoute. Tu vois, là, ça fait un bruit. Ça doit faire un bruit spécial. Là, je suis bien affûté. Du coup, ça sonne, ça chante sur le bois. Ça fait... Donc, au bruit, j'arrive à reconnaître si je suis dans le bon sens, si la lame est bien affûtée. Ça doit faire un certain son. Et quand on vous disait que la lutherie utilisait tous les sens, on n'exagérait pas. Après avoir tendu l'oreille, Adrien se sert aussi de son nez. Là, c'est un morceau en cédro qui a une odeur très particulière. À force d'avoir raboté des bois et de les avoir travaillés, pendant des heures à les raboter, maintenant j'arrive à les reconnaître à l'odeur. Je pourrais fermer les yeux et je reconnaîtrais du cédro, du noyer qui a une odeur particulière, l'ébène, le palissandre. Et ce bois ne vient pas de n'importe où. 1 à 2 fois par an, Adrien s'en va conquérir les forêts alpines pour trouver ce qu'il y a de mieux. C'est des épicéas qui poussent à une certaine altitude, qui poussent avec un certain sol particulier, qui sont coupés 8 jours après la pleine lune, en hiver. Et sans même que l'instrument ne soit commencé, Adrien reconnaît déjà les bonnes sonorités. Là, c'est magnifique, un bois qui est très sec, c'est des bois qui sont secs de 10-20 ans. Ça résonne, c'est magnifique. Et après avoir vu, entendu ou encore senti, qu'est-ce qu'il reste à faire d'après vous? Toucher, bien sûr. À la base, c'est une planche comme ça, que là j'ai déjà raboté, j'ai aminci, j'ai mis à la bonne épaisseur. Et maintenant, il faut la cintrer, c'est-à-dire à la chaleur, lui donner la courbe et dessiner petit à petit la forme de la guitare. C'est une étape très importante, très délicate, parce que si on chauffe trop, ça brûle. Si on chauffe pas assez, ça craque. Et on sent à un moment que le bois
il devient plus flexible et on peut le manipuler et inscrire une forme. Et petit à petit, on dessine la guitare dans une pièce de bois qui était comme ça. Une étape qui peut durer plusieurs heures. Heureusement, Adrien ne s'est pas brûlé. Alors avant de le quitter, ouvrez bien vos oreilles et appréciez ce petit concert improvisé. C'est tout pour aujourd'hui, mes versions françaises reviennent très vite avec toujours plus de découvertes. Bye!